Déjà, merci beaucoup de m'accueillir, d'accueillir mon équipe aussi. On est très heureux d'être là. Et donc, du coup, toi, tu es, avec Francine, ta femme, les fondateurs de La Tanière. De La Tanière, oui. On a cette chance-là. Et justement, je vais avoir quelques questions, du coup, quelques questions à te poser. Tu verras, il n'y a pas de piège avec nous, il n'y a pas de trucs bizarres ou quoi. J'ai toutes les réponses. Donc, j'en doute même pas une seconde. Déjà, je voulais commencer par une question toute simple. C'est pourquoi tu aimes tant les animaux et qu'est-ce que ça représente pour toi, pour vous, avec Francine? On n'a pas de cœur dans la vie. On n'a pas un cœur pour les animaux, on n'a pas un cœur pour les humains. On a un cœur qui aime ou pas. Dans notre précédente vie, notre vie business, avec Francine, on s'est occupé beaucoup d'humains. On avait un certain nombre de salariés et en plus on s'occupait de beaucoup de jeunes en difficulté avec des substances, oui, on fait des bêtises. On a inséré beaucoup de jeunes. Tu sais, quand on a une entreprise avec 1800 personnes qui fonctionne bien, t'en as 15 de plus, tu les aides, ça se voit pas. Donc on s'est occupé d'humains. Alors non pas qu'on soit aigri de l'humain du tout, mais après avoir fait cette partie-là de notre vie, on voulait sortir du monde business. C'est vrai, on voulait sortir du monde business. Il y a un âge où t'en as marre du business, et marre des banquiers, marre tout ça. Oui, marre de ce monde. Voilà. Et on voulait partir dans le caritatif, ça aurait pu être les enfants ou les animaux. Mais on avait un grand penchant pour les animaux. On a fait tout ce parcours ensemble, on est des passionnés d'animaux, on s'est toujours occupé de canards boiteux. Et puis quand on a vendu notre entreprise, on avait créé ici une petite ferme pédagogique, c'était un petit peu un retour aux sources pour moi, avec des animaux de ferme, vaches, moutons, cochons, chevaux, mais déjà que des bras cassés, à 3 pattes ou machin, etc. Et on faisait visiter ça à l'époque uniquement aux enfants des écoles et aussi et surtout aux enfants en difficulté physique ou mentale. Le contact avec les animaux leur faisant un bien énorme. Puis après, tout a dévié. Sous forme de thérapie, sous forme... Voilà. Première réponse qui déjà enchaîne sur plein de choses, donc c'est parfait. Justement, avant de créer ce refuge, entre guillemets, tout allait bien pour toi, tu étais dans les affaires, il y avait une société qui fonctionnait bien. Qu'est-ce que c'était cette vie avant le refuge que tu avais? Au début, j'étais vaché, j'ai fait différents petits métiers. Dans le commerce, j'ai été vendeur dans une concession automobile, Renault, et puis après j'ai été chef de vente, directeur commercial, et puis comme mon patron ne voulait pas partir, c'est moi qui suis parti. C'était le début de la téléphonie mobile. Alors, les téléphones mobiles à l'époque n'avaient de portable que le nom, parce qu'il pesait 5 kilos. Et puis ce monde de la téléphonie mobile a explosé, on a eu de la chance au bon moment. On a ouvert un magasin, 2 magasins, 3 magasins, jusqu'à 270 magasins à travers la France. Ah ouais, quand même, ouais. Et on a vendu notre entreprise, on faisait un peu plus de 300 millions de chiffre d'affaires, on avait 1800 collaborateurs. C'était une entreprise, c'est surtout une grande histoire de famille, quoi. On s'est réveillé un jour en ayant créé un truc qu'on n'avait pas imaginé, quoi. On a cédé dans notre entreprise, on a eu la chance aussi de la céder au moment, parce que la téléphonie mobile, après c'est parti un peu dans tous les sens. Et justement, à ce moment-là, moi j'ai le souvenir quand j'ai partagé une des vidéos de La Tanière, j'ai eu plein de DM sur Insta. J'ai eu plein de gens qui m'ont envoyé des messages et tout. Et parmi ces gens qui m'ont envoyé des messages, moi je te connaissais pas encore. Je connaissais pas non plus La Tanière. Et j'ai découvert comme ça. Il y a eu quelques DM, il y en a eu pas mal, qui me parlaient d'une vie passée avec toi, qui étaient tes employés, qui travaillaient avec toi, et qui me disaient, mais que du bien, quoi. Qui disaient, c'est des gens, tu verras, c'est des gens formidables, tu verras, c'est des gens humainement incroyables et passionnants. Voilà, cette entreprise, elle avait réussi, c'est aussi et surtout grâce à eux. Donc on a toujours partagé. On a toujours partagé. À l'époque, la téléphonie mobile, c'était magique. Les salariés qu'on avait, c'était des gamins. Enfin, j'appelle les gamins par rapport à moi aujourd'hui. Ils gagnaient très très bien leur vie. On faisait des mois de décembre de folie. On avait plus de problèmes à les arrêter, les empêcher de travailler que de les faire travailler. Si on les C'était écoutait, dû à ton type de management aussi, très propre à toi. Si on les écoutait, ils passaient leur mois de décembre dans la boutique. Je roulais moi à l'époque avec des belles voitures, etc. Leur rêve, c'était de faire pareil que moi, quoi. Et c'était génial. C'était une grande famille. Puis cette famille, un jour, est devenue grande, trop grande. On pouvait plus, les choses à évoluer. On avait créé une entreprise de taille nationale. Donc on est sorti de ce métier avec beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. On a mis très très longtemps à s'en remettre. L'argent efface pas tout, hein. L'argent efface pas tout. Et c'était pas de l'argent sale, mais c'était pas un argent qu'on avait le droit de garder pour nous. On aurait pu aller voir chaque salarié, leur distribuer une prime à chacun, mais lui faire un truc pour les gens, pour tout le monde. Et d'ailleurs, aujourd'hui, cette tanière, on veut pas que ce soit notre tanière, on veut que ce soit la tanière des gens. Et ça, on l'a vu, ça a marché. On veut que ce soit la tanière des gens, que les gens sachent que ça existe grâce à eux. Ouais. Notre rêve demain, dans 3-4 ans, on va y arriver, c'est de rendre l'accès à la tanière gratuit, qu'on fonctionne qu'avec la générosité des gens, ça, c'est avec les legs, les héritages sur lesquels on est inscrit. Et que tout le monde peut venir voir les animaux. Ça, je te le dis à toi, je l'ai dit, je crois encore à personne. Ça va fâcher des gens. Hein. Ah ouais des gens qui font payer des eaux au business. Ça, c'est pas... C'est vous qui décidez de comment vous voulez faire ici. Voilà. Peut-être que ça inspirera d'autres, peut-être à se dire ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si au lieu de dépenser 140 € pour entrer dans un zoo, voir des animaux rentrer dans le business, on peut venir ici gracieusement ou peu cher voir la même chose. Je pense que ça participera pour rester light grandement au bien-être animal là où ils sont enfermés. Très clair, c'est très bien. Du coup, génial d'avoir cette info là qu'on va pouvoir partager et c'est super. Donc c'est l'objectif de la tanière. Ça va prendre 3-4 ans encore. Bien sûr. En attendant, il faut qu'on vive. Mais vous avancez vers ça et puis déjà, là, il y a beaucoup de choses déjà à s'occuper avant de pouvoir penser à ce format là, c'est sûr. Tu disais juste avant, grand cœur, quand on a un grand cœur, c'est un grand cœur pour
pour tout. Tu l'as été dans ton business, mais tu disais que tu as beaucoup donné à tes employés. Tu faisais des soirées gigantesques. C'est vrai qu'on leur faisait, ça les a beaucoup marqué. Il y avait une seule entreprise qui faisait ça aux États-Unis, c'était Victoria's Secret. Victoria's Secret, c'est des sous-vêtements. On allait de temps en temps à New York avec mon épouse. Chez Victoria's Secret, c'était une ambiance extraordinaire dans les magasins. À l'entrée, il y a un vigile avec un chien en mousse rose. Ok, je sais même pas. Et qui plaisante pas. Ouais, c'est juste l'image. Voilà. Alors, sauf que Victoria's Secret était beaucoup plus que nous et qu'à la fin, les stars se battaient pour aller chez eux à leur soirée de fin d'année. Nous, on avait commencé la première soirée de fin d'année 10 ans avant d'arrêter avec des sosies. Et quand on faisait cette soirée, les salariés partaient de chez eux avec leur conjoint ou leur conjointe le samedi matin avec leur valise sans savoir où ils allaient à travers la France. Il y avait 3 personnes qui savaient, mon épouse et moi et mon assistante qui organisaient les voyages. On a frété des avions entiers, des trains entiers, des trucs de malades. Et on allait, on faisait des grands parcs expo à Bercy, à Clermont-Ferrand, à Charles, etc. Il y avait toute une pléiade de vedettes qui étaient là, des gens comme Bouel, Pani, et puis plein d'autres, quoi. Donc on faisait des soirées qui coûtaient beaucoup d'argent. Pour certains d'entre eux, ils travaillaient tous les samedis. Et pour certains d'entre eux, je recevais des mots, ils disaient, vous savez, c'est la seule sortie qu'on fait dans l'année, quoi. Un truc comme ça, on l'a jamais fait. Alors c'est vrai, quand on faisait une sortie, une soirée qui coûtait bien plus de 1 000 € par salarié, c'était un peu atypique. Ouais. On avait même à l'époque des gens qui venaient se faire embaucher au mois de décembre pour des fois démissionner au mois de février. Ah ouais, juste, ils venaient en décembre, juste pour avoir la soirée, quoi. Mais il s'est passé des histoires de fou dans ces soirées. Je sais pas si on a le temps de raconter une ou deux anecdotes. On répartissait les chambres d'hôtel, les machins, etc. Je me souviens d'un jour d'un qui dans une boutique, qui dit à mon assistante, mais moi je suis avec un tel, une autre vendeuse qui était dans une autre boutique. Donc elle leur prend une seule chambre, pas de souci. Sauf que c'était pas du tout le cas. Arrivé sur place. Ah, donc t'avais aussi des invités surprises qui bossaient même pas pour toi? Voilà. Et il s'est créé plein de couples dans ces soirées. Des bébés 5 sur 5, il y en a eu des dizaines. Tu les appelles les bébés 5 sur 5, c'était le nom de la boîte? Non, 5 sur 5, c'était la boîte, oui. Oui, c'est les bébés 5 sur 5. Oui, parce qu'il y en a plein qui sont mis en couple chez nous, qui ont fait leur vie. C'est des jeunes qui avaient 20, 25 ans, 30 ans. C'est l'âge où ils se mettaient en couple, ils faisaient des enfants, ils se mariaient. Moi, c'était ça ma fierté. C'est ça, nous, avec Francine, notre fierté. Puis on était leurs confidents un peu. Certains n'avaient plus de parents, certains avaient des problèmes économiques, certains avaient... Donc voilà, c'était cette ambiance-là qu'on voulait. Donc déjà, je pense que ça dresse déjà un beau portrait. Parce que la manière dont tu te comportes dans les affaires, je trouve que ça donne déjà le ton sur la personne que tu es dans la vie. C'est normal, je trouve. Pour toi, c'est normal. Pour toi, c'est normal parce que tu as cette vision-là qui est incroyable. Parce qu'on a eu la chance de réussir. Oui, bien sûr. Mais même aujourd'hui, on a encore la chance de réussir et il y a des gens qui n'auront jamais ta vision. Donc du coup, il y a eu cette épopée-là qui s'est arrêtée, vous avez revendu et donc vous avez décidé de créer La Tanière. Alors on a créé d'abord une ferme pédagogique. D'abord la ferme pédagogique. Qui était un peu un retour aux sources pour moi. Et ça s'appelait La Renaissance à l'époque. On avait que des vaches, moutons, cochons, chevaux, etc., des oiseaux, mais que des animaux estropiés, à 3 pattes, malades, etc. On a même eu un jour un mouton à 5 pattes. C'est un mouton qui avait une appendice qui avait poussé là. Il y a un monsieur qui a décidé de le vendre aux enchères sur un site d'annonce. En disant qu'il avait 5 pattes? Ouais, on l'a récupéré. Pardon. Et on faisait visiter cette ferme pédagogique à l'époque uniquement aux enfants des écoles et aussi et surtout aux enfants en difficulté physico-mentale. On faisait payer l'entrée 1 €. Et le contact avec les animaux faisant un bien extraordinaire aux enfants en difficulté. Il y avait un foyer qui venait notamment le jeudi, dont je m'occupais moi à l'époque. On avait 2-3 animateurs, mais je m'occupais moi de ce foyer-là. Quand c'était le jeudi matin, on leur avait fait un petit chapelet avec des photos des animaux. Et le jeudi matin, ou même le mercredi soir, les gens qui s'occupaient d'eux dans le foyer disaient on peut plus les tenir. Et je me souviens d'une môme un jour qui est arrivée, je sais pas comment dire, mais qui avait vraiment des problèmes importants, mentaux et physiques, etc. Dans sa chambre, il y a toujours eu des photos de chevaux, de poneys, etc. dans sa chambre. Sauf qu'elle n'avait jamais vu un cheval de sa vie. J'ai fait ce qu'il fallait sûrement pas faire. Je l'ai pris, je l'ai mis 3 secondes sur un cheval. 3 secondes. Je dis pas qu'il faut monter sur les chevaux, mais 3 secondes. Je me suis fait engueuler par le foyer parce qu'en 15 jours, ils n'ont pu la tenir. Mais j'ai fait le bonheur de sa vie, j'en suis sûr. J'en suis sûr, j'ai fait le bonheur de sa vie. Je me souviens un jour d'une dame qui est arrivée, qui avait un accident de la route, qui ne bougeait plus. On lui a mis tout simplement un lapin angora avec plein de poils dans ses bras. Les gens du foyer m'ont dit, on croit qu'elle a esquissé un sourire. On n'est pas sûr, mais on croit. C'est la première fois depuis 2-3 ans qu'elle est chez eux. Je ne sais pas si c'est vrai. Voilà. Et puis petit à petit, sont arrivés les premiers animaux sauvages. Les tout premiers qu'on a eus, c'était des nains qui appartenaient à la police. C'était à l'école de police, là-bas, à Rouen. Le directeur de l'école de police, où ils forment les policiers, avait introduit quelques nains quelques années avant. Et il y en avait 50 dans le parc maintenant. Sauf que pour avoir des nains, il fallait avoir un certificat de capacité, il fallait tenir un registre, il fallait identifier les animaux, etc. Donc comme ils n'avaient pas fait tout ça, la police avait saisi les nains de la police. Ils devaient être abattus. On a été récupérer des nains. Je me souviens l'autre jour, c'est la première fois que j'ai commandé des policiers. Comme ça, ils m'avaient prêté 4 classes. J'avais 200 policiers en ligne pour faire une battue. Ils n'en avaient rien à foutre. Ils en avaient rien à foutre. Je leur ai crié, bon, on a récupéré des nains. Et après, il y a eu quelques wallabies, les petits kangourous qui se baladaient par là dans la forêt de Rambouillet. Donc ça, c'est le début de La Tanière. Il y a eu la ferme pédagogique en premier. Ouais. Il y a eu ensuite, ça a muté comme ça vers La Tanière. Ça a un petit peu muté vers La Tanière. Et là, vraiment, le moment où tu as
Tu as transitionné vers ce que tu appelles maintenant et ce qui est appelé la tanière. Quelles difficultés tu as rencontrées là à ce moment-là? Il y a eu un gros dossier. Alors, il a fallu qu'on prenne la décision, mon épouse et moi, de dire, ben voilà, je peux donner des chiffres parce que j'ai rien à cacher. On disposait à l'époque de 30 millions d'euros. On a dit, on va les mettre dedans. Entièrement. Entièrement. On a un fils, donc on en a parlé quand même, parce que ça l'engage un peu, parce que mais il a dit, vous faites votre vie, et puis c'est pas de souci. 3 ans de dossiers administratifs, de plans, etc. Très compliqué, la loi sur l'eau, la loi sur l'air, c'est un site sensible. Je me souviendrai toujours d'un jour, une dame qui arrive un soir, qui me dit, moi je viens de la part de la préfecture, je viens pour écouter les grenouilles toute la nuit. Mais je vous regarde, c'est vous qui me payez. Bon, d'accord, elle écoute les grenouilles. Alors, tu te pinces pour dire c'est votre métier, pour pas rire. C'est une écouteuse de grenouilles? Une écouteuse de grenouilles. C'est incroyable ça. Il y a des métiers qu'on soupçonne. Tu sais, il y a des jobs qu'on connaissait pas il y a 20 ans. Ah ouais, non mais écouteuse de grenouilles là... Mais le pire, c'est pas ça, c'est que 2 jours après, il y a un mec qui se pointe avec un carré en bois, comme ça, d'1 mètre sur 1 mètre. Je viens compter le nombre de vers de terre en mètre carré. Non, lui c'est un mytho, lui, Patrick. Non, c'est vrai. Parce que j'ai eu la facture, la préfecture après. Une facture? C'est incroyable ça. 3 ans de dossier administratif, assez lourd. Puis on a fini par avoir les autorisations. On avait commencé à construire avant. Puis la tanière a démarré avec les premiers. Et la première difficulté, c'est ça, c'est cette nouveauté de le terrain, les papiers administratifs. Surtout qu'on la a France, créé. il y a beaucoup de On savait, vu l'ampleur que ça allait prendre, qu'on ne pourrait pas vivre simplement en étant en refuge. Qu'il fallait qu'une rentrée d'argent. Donc on a 2 buts, nous sauver les animaux, mais aussi faire de la pédagogie auprès des enfants. Donc on a créé le premier zoo refuge. En France déjà, quand tu rentres dans les cases, c'est compliqué, mais quand tu rentres pas dans les cases, c'est mort. Et les premiers animaux plus sauvages sont arrivés. Une des premières, c'était une tigresse. Issue de sauvetage. Issue de tout sauvetage. Alors. Parce que ça allait être la suite de ma question, ça allait être du coup, quel a été le premier sauvetage de la tanière? Sauvetage peut-être d'animaux sauvages un peu plus sensibles. Je pense à une tigresse. Tigresse? Qui était dans un cirque, qui était malade, que le monsieur nous a gentiment amené pour qu'on s'en occupe. On l'a gardé quelques années, puis on l'a perdu. C'est une tigresse. Je me souviens toujours quand elle est arrivée, le rugissement de cette tigresse dans la cage. Je dis, c'est pas possible. On s'est regardé avec Francine, mais qu'est-ce qu'on a fait là, quoi. Heureusement, entre les deux, on a eu l'arrivée de Lisa et Paolo. On nous a parlé de Lisa et Paolo, qui étaient au fin fond de l'Espagne, là-bas, avec leurs ours, leurs otaries, les caravanes, les camions, etc., et qui travaillaient aussi, accessoirement, 3 enfants. Et je dis accessoirement parce que c'était la famille, tout ça. C'était pareil. D'ailleurs, je sais toujours pas aujourd'hui si Lisa, Paolo et leurs enfants, ce sont des gens ou ce sont des animaux. Je crois que c'est des animaux déguisés en gens. Ils gravitent entre les deux. Voilà, je crois que c'est... C'est vrai qu'ils sont très fusionnels. Hein. Puis c'est un truc de malade. La petite, une de leurs filles, Diandra, un jour, la SPA nous amène 2 chiens, des loups tchèques. Des chiens loups. Donc ils n'arrivaient pas à me tenir à bout. Plus personne ne pouvait approcher de la cage. Ils nous les amènent, c'était ça ou l'euthanasie. Diandra, elle prend les 2 muselières, elle rentre dans la cage, elle met les 2 muselières, terminé. Ah. Mais moi, j'ai approché à 5 mètres de la cage. Tout le monde. C'est naturel, c'est comme ça. Il y a un truc. Il y a un truc. Un savoir-faire en plus. Et quand on a eu Lisa et Paolo, on avait été les voir au fin fond de l'Espagne là-bas. On avait traversé des routes où il y avait des boules de gui qui traversaient la route et tout. C'était où on va. Ouais. Et t'arrives devant une famille, à part. On se voit 1 fois, 2 fois, et on leur dit, si vous voulez faire un bout de chemin avec nous, eux étaient très bien dans leur vie, hein, mais conscients aussi que c'était pas forcément la meilleure des vies pour leurs animaux, et pas facile non plus pour les enfants. Quand tu es dans un monde où tu bouges tous les 3 jours, tu dors en étant gamin chez le dentiste ou ailleurs, c'est un vrai problème, quoi. Et on peut faire un bout de chemin, vous venez avec nous, etc. Ils ont mis 1 mois pour remonter de là-bas. Quand ils sont arrivés, c'était au mois de décembre, je me souviens, la veille, j'étais dans la tranchée à 2 mètres de profondeur jusqu'à minuit, 1 heure, en train de brancher leur tout à l'égout pour leur caravane. Donc il y avait vraiment une connexion. Ils sont arrivés le lendemain, on a appris à se connaître, c'était un grand changement. Et pour eux, depuis d'être sédentaires, puis ça a matché. Il y a eu des moments difficiles avec d'autres gens qui essayaient des fois de nous prendre en défaut, entre eux et nous, etc. Mais jamais. De créer des embrouilles, entre guillemets, entre vous, machin. Ça a toujours été soudé, machin et tout. Ils savent ce qu'on pense, on sait ce qu'ils pensent. C'est là qu'est née l'alchimie, du coup, avec Lisa et Paolo. Dingue. Mais Lisa, c'est un personnage, quoi. Bah oui. Même pour les vétérinaires, quand Lisa ou Paolo disent vous pouvez aller intervenir sur l'animal ou vous pouvez pas, c'est en toute confiance, quoi. C'est en toute sécurité. C'est vachement important. Donc il y a eu Lisa et Paolo, on a dit, ce coup-là, on appuie à 200% sur le bouton. Et là, c'est le vrai départ de la. C'est le vrai départ. Donc cette tigresse qui est arrivée. Alors, les animaux qui sont ici, pour les 2 tiers à peu près, sont des animaux issus de saisie. Saisie sur du trafic d'animaux. Il y a beaucoup de trafic, surtout les petits félins, les petits primates, etc. Serval, caracal, les ouistiti, tous les petits singes, etc. Pas de trafic de gros félins. Trafic ou détention illégale. Et détention illégale, souvent dans des mauvaises conditions. Si l'animal est dans des bonnes conditions, ma foi, c'est pas nous qui faisons les saisies, c'est les autorités, notamment l'OFB, qui fait un travail extraordinaire. C'est pas vrai que vous êtes prévenus quand il y a des saisies à faire, quand il y a des... Alors, dans leur jargon, ils nous disent, tiens, on tape à 6 heures, ou un truc comme ça. Ouais, ok. Ça fait un peu comme... Quand on y va, on se prend un peu au jeu. Mais ils font un boulot extraordinaire. Ça nous arrive, par exemple, un jour d'intervenir très loin pour aller chercher un chimpanzé. Le chimpanzé avait 40 et quelques années. Le monsieur, 80 ans, ils étaient ensemble depuis toujours. On n'a pas pris le chimpanzé, quoi. On le prenait, on tuait les 2, de tristesse. Donc, on a aidé le monsieur à se mettre en règle. On favorise toujours le bonheur de l'animal. Et on a, à leitmotiv, c'est de ne pas juger. On ne juge jamais. Des fois, on a envie... Mais quand on arrive, on se met en mode sauvetage. On verra une fois que les animaux sont là. Donc, la tanière, c'est pas triste. La tanière, on pense toujours au jour d'après. C'est gai, c'est le jour d'après.
Et puis, sont chez nous des animaux en retraite du monde du spectacle. Et j'en profite d'ailleurs parce qu'on a tapé beaucoup sur le monde du cirque. Le monde du cirque, c'est pas le pire. Les gens du cirque sont pas des gens méchants. C'est comme partout, il y a 90% de gens très bien et 10% d'abrutis, comme dans tous les métiers, toutes les populations. Les gens du cirque, en règle générale, aiment leurs animaux. Hein. Ce qui est compliqué dans le cirque, c'est pas les gens du cirque, tout ça, c'est que les animaux sont enfermés dans les camions pour se déplacer. C'est ça, le vrai problème. Si les gens du cirque étaient en fixe, les animaux auraient des beaux enclos et il y aurait moins de problèmes. Le cirque, c'est juste une évolution, ce qui se passe aujourd'hui. Moi, quand j'étais petit, tous les mercredis soirs, tu vas pas connaître, mais tous les mercredis soirs, à la télé, on regardait la piste aux étoiles. Je connais pas. C'était, dans les émissions plus récentes, tu as pu connaître comme les chiffres et les lettres. C'était mythique, il fallait pas y toucher. Ouais. C'était Jean Richard qui était à la tête de ça. Et c'est une institution. C'était une institution, des animaux qui sortaient dans les cerceaux en feu, etc. Mais tout le monde regardait la piste aux étoiles le mercredi soir. Et on est au XXIe siècle, et c'est cela même qu'on va interdire aujourd'hui. C'est juste une question d'évolution. De la même manière que... Et tout le monde pourra le vérifier sur Internet. Il y a 50 ans, si tu avais un accident le long de la route, alors que tu étais en état d'ébriété, le juge, il disait c'est pas de sa faute, il était sous. C'était une circonstance atténuante il y a 50 ans. Ça a un peu évolué. Légèrement, ouais. On a changé de siècle. Il y a 5 fois plus de voitures, 5 fois moins de morts. Oui, c'est une question d'évolution, d'adaptation. D'évolution, logique. On est au XXIe siècle. Et les gens du cirque l'ont bien compris, ça. Ils sont en train de faire leur évolution, leur changement, ce qu'ils doivent changer. Et puis les choses vont se passer très gentiment et calmement parce que ce sont des gens intelligents. Donc animaux issus de saisie et de trafic et animaux du monde du spectacle. Et puis sont chez nous depuis 4 ans maintenant des primates en retraite de laboratoire qui occupent 5% du total des animaux mais qui en occupent 30 ou 40% dans mon cœur. L'emblématique c'est Cannelle, ma chérie. Cannelle est arrivée, elle est rentrée dans une cage de labo, elle avait 2 ans. Elle est ressortie, elle avait 21 ans. Elle a travaillé 19 ans sur des maladies d'Alzheimer et Parkinson. Je me souviens quand elle est arrivée, c'était au mois de mars, ça va faire 4 ans. Là. Un soir, il était 19h, 20h, il commençait à faire nuit, il pleuvait à moitié. J'ai vu les portes du camion blanc s'ouvrir à l'arrière. J'ai vu Cannelle dans sa petite cage. Ses yeux m'ont traversé. Quoi. Ses yeux m'ont traversé. Et ce que les gens doivent comprendre, c'est que quand ils viennent chez nous et quand ils voient Cannelle et les autres animaux de laboratoire, ils sont en train de regarder un animal qu'on a sauvé. C'est Cannelle qui est en train de les regarder en disant ceux-là, je les ai peut-être sauvés un jour. Tu te rends compte à quel point c'est difficile pour beaucoup de gens d'avoir la vision que tu as. Faut pas juger. C'est ce qu'on devrait apprendre aux enfants. Le respect, sans juger. Rien n'est jamais tout noir, rien n'est jamais tout blanc dans la vie. L'autre jour, on a été chercher des petits singes dans une table qui faisait 1 mètre sur 1 mètre, qui servait de table de salon pour boire l'apéro depuis des années. Et la dame, elle quoi, ils étaient dans une petite cage. Ils buvaient l'apéro ? Table de salon. Là, les singes étaient dans la cage et sur la table, les gens ils buvaient l'apéro. Là. Les singes étaient sous la table dans des cages ? Mais la dame, elle a toujours vu de son père avant, depuis 30 ou 40 ans, des singes dans cette cage. Donc c'était... Pour elle, c'est normal. Alors elle a été jugée, elle a été condamnée. Elle nous a appelé après pour dire « j'ai compris, je vous remercie ». Alors je dirais, pas nous qu'il faut passer, c'est pas nous qui avons fait la saisie, on s'occupe des animaux. Mais ils comprennent après. C'est un bon exemple de se dire que oui, ça existe, il faut continuer d'éduquer. Les seuls qu'on pourrait juger, c'est les trafiquants, qui font ça que pour l'argent. C'est difficile de pas juger, t'as vraiment un état d'esprit... Moi je suis pas assez intelligent pour savoir s'il faut ou pas utiliser les animaux. Et deuxièmement, les seuls qui peuvent nous aider à sortir les animaux des labos, c'est les labos. Et justement, je voulais te demander, c'est quoi le sauvetage qui t'a le plus marqué, toi, dans cette carrière ? Alors on voit pas de pire en pire, mais on voit souvent quand même des choses pires encore à chaque fois. Un sauvetage qui était pas de la maltraitance de la part de gens, hein, de la dame et de la petite association. Un jour, on a été chercher 300 gros perroquets dans une maison d'habitation. 300 perroquets dans Ça s'appelle le syndrome de Noé, ça. Je collectionne, croyant que je vais sauver. Bon, on sort les perroquets. Dans les sauvetages où j'ai failli vomir en arrivant sur place, il y a un jour, on était chercher des chevaux, des étalons, dans le Morvan. Il y avait une association, plus ou moins une secte. Il y avait 140 chevaux dans un pré de 5 hectares. Alors, pour les gens qui ne savent pas, normalement, on dit que pour un cheval, il faut 1 hectare. Là, il y en avait 140 dans 5 hectares. C'était une association, une secte. Quand il y en avait un qui mourait, il l'enterrait la tête dehors pour que les oiseaux mangent les yeux, enfin un truc. Et il y avait, parmi ces 140 chevaux, il y avait 70 mâles étalons. C'est-à-dire étalons pas castrés, costauds. Des animaux qu'on n'a jamais vu à un licol de leur vie. Un licol, c'est ce qu'on met à un cheval pour le tenir, un collier. Ah oui, ok, je vois. Les chevaux étaient quasiment sauvages. Cette affaire a été jugée par la justice depuis 5 ans, comme quoi il fallait enlever ces chevaux. Mais il y avait des associations pour prendre les juments, il y avait des associations pour prendre les quelques-uns qui étaient castrés, il n'y avait personne pour prendre les 70 étalons. Ok. On a dit banco, on le fait. Quand on est arrivé pour cette opération, c'est dans le Morvan, c'est très vallonné, c'est joli, il y avait un peu de brume. On arrive, il y a des vallons, on descend, c'est très joli. On arrive au fond d'un vallon, on voit ces chevaux, on a des images, ces chevaux dans la bouche jusque là, des crânes de poulains par terre, l'odeur, c'est un truc de malade l'odeur. Et on a remarqué tous les chevaux dans la boue jusque là, pendant 2 jours. Les gens de la préfecture là-bas avaient fait un travail aussi extraordinaire, je me souviens de la... Et des fois, on peut dire à un fonctionnaire dans son bureau, ah non, j'ai vu les dames de la préfecture là-bas, jusque-là dans la merde, en train de nous aider à attraper les chevaux. Et ces chevaux n'ont pas broché. On leur a mis les licoles. On a enlevé d'abord le mâle dominant, parce qu'il tapait tout le monde. Il y avait un grand mâle dominant qui était debout comme ça, ça fait peur. Quand tu te déplaces, chaque patte, tu sais, c'est un effort de mal. Ah bah ouais. Et puis on était au fond de la vallée, donc il fallait les charger dans une petite remorque derrière un tracteur pour les monter là où il y avait le camion. Et si eux-mêmes sortent pas... et 70 chevaux.
Ouais, 70 chevaux. On a ramené ces 70 chevaux, on a après stérilisé tous ces chevaux, on a replacé tous ces chevaux. Mais ça résume un peu l'esprit tanière aussi, c'est que quand on place tous ces animaux, ce sont les plus abîmés que les gens prennent en premier. Les borgnes, les aveugles, les machins, etc. Les gens sont gentils. Il y a une empathie. Voilà. Ouais, donc ça, c'est un sûr. sauvetage qui nous a marqué. Après, il y a eu, dans celui qui marquera toujours l'histoire de la tanière, c'est l'ours Micha qu'on a eu il y a quelques 3-4 ans. L'ours Micha nous avait été confié à l'époque par Elisabeth Borne, qui était ministre de l'Environnement. Il appartenait à un monteur d'ours, un abruti, ce coup-là. L'ours Micha nous est arrivé avec des asticots qui sortaient de son nez et de ses pattes. On a passé, Lisa notamment, et Francine, ont passé des jours et des nuits aux cheveux de l'ours Micha. Micha, lui faire manger avec le truc pour respirer là sur la tête, en faisant manger des croquettes dedans pour qu'il respire ça. On avait essayé de lui faire reprendre 60 kilos, mais il avait toujours son problème respiratoire. Et on a décidé donc de l'endormir pour essayer de voir un peu ce qui se passait, radio, écho, etc. Il y avait 8 vétérinaires qui étaient là, des spécialistes, cardiologues, machin, etc. Et puis pendant l'opération, on a aussi les images de ça pendant l'opération, quand on a vu l'état de Micha à l'intérieur, on s'est regardé avec les vétos. S'il avait été à nous, on l'aurait pas réveillé, dans l'état où il était. Mais il n'était pas à nous, il était juste placé, il était juste constitué gardien le temps d'un truc. On était obligé d'essayer de le réveiller. Pendant le réveil, c'est lui qui a fait le travail tout seul, qui s'est pas réveillé. Il n'a pas pu reprendre la respiration et on a su après, avec l'autopsie, que la trachée artère a été écrasée à cause de la chaîne. Ce qu'on a su après, c'est qu'on l'a vu après, on l'a revu sur des films, des vidéos, parce que plein de gens l'avaient mis en ligne. Les hématomes qu'il avait partout, c'est des coups qu'il prenait. Que quand il avait ses griffes pleines de sang et d'asticots, que la propriétaire, c'était du marcher sur la griffe pour le faire tourner à droite ou à gauche. On a vu tout ça après. Lui, c'est un gros salopard, le mec. C'est Thénardier, on l'appelait. Et on raconte son histoire dans le livre qu'on a écrit, et d'autres histoires d'ailleurs. Il y a un livre que tu as... Ouais, on a fait 2 livres, un livre enfant, un livre adulte, pas au sens adulte. Ouais, parce pour les grands et un livre pour les petits. mêmes, Lui, ça a marqué beaucoup l'histoire de la tanière. À l'époque, en plus, on n'était pas trop habitués aux médias. Tout le monde en parlait, les journaux des grandes chaînes, tout le monde parlait de l'ours Micha. Et nous, on le vivait en direct, c'était compliqué. Donc lui, Micha, oui, a marqué, pour Francine en tout cas, et pour Lisa, a marqué beaucoup l'histoire de la tanière. Pour moi aussi, ses chevaux, oui. Ça, c'est fort, hein. Ah, l'ours Micha, je crois que le nom me disait quelque chose. Je crois que c'est quand même une affaire assez connue et qui a été très médiatisée, mais je savais pas autant. Hein. L'affaire a duré pas autant. très très longtemps. Ça nous a valu à l'époque les foudres un peu du préfet là-bas, du 41, parce que je sais pas pourquoi il n'était pas sorti avant. Je crois qu'il y a un truc qu'on n'a jamais su. Je sais pas, il aurait dû être enlevé depuis très longtemps. Ça rencontre un peu trop tard, du coup. On l'aurait sauvé. Ah ouais. À l'époque, si on l'avait eu plus tôt, on l'aurait sauvé. Peut-être que je vais me tromper sur le nom, mais Firmin, un tigre, qui a une histoire... Alors Firmin, c'était un tigre qu'on vient d'opérer d'ailleurs, là, des yeux. Cataracte à cause des flashs dans les spectacles. C'est ça, ce que je trouve dingue, c'est que c'était un tigre qui était du coup emmené dans des discothèques, des boîtes de nuit. En étant bébé, il était emmené dans les discothèques pour faire des photos, ou sur les plages pour faire des photos avec c'est la même chose avec Léo et Zampa, donc de gros lions, hein, qui sont dégriffés bébés en plus, ce qui est nul et ce qu'on ne doit pas faire. Et du jour au lendemain, au Portugal, la loi est tombée pour interdire les animaux sauvages dans les spectacles. Et donc, Firmin et 2 autres étaient enfermés dans un camion. Enfermés, scellés, soudés. Il faut savoir qu'un tigre vivant, en plus quand les gens n'avaient plus le droit de travailler avec eux, ça ne vaut pas d'argent, c'est un embarras. Un tigre mort, pour la peau, les dents, les griffes, ça vaut 50 000 €. Donc, le laisser mourir comme ça dans un camion. Il a fallu négocier pour les prendre. Je me souviens, c'est pas l'eau qui a été. Les gens étaient ivres, sous, les gens du cirque là-bas. Ils le poussaient pour le faire monter dans notre camion à nous avec des lances à incendie. Enfin, c'était... Donc oui, Firmin, c'était comme Léo et Zampa, sont des grands félins qui resteront dans les annales de la tanière. Léo et Zampa, qui ont vécu la même chose, étaient dégriffés pour faire des photos, qui étaient... C'est ça qui est important, c'est que, dans les messages à faire passer, c'est que de dire aux mômes, nous, notre cible, c'est les gamins dans la pédagogie. Ouais. De dire aux mômes que quand ils vont se faire prendre en photo avec un bébé tigre ou un bébé lion, alors certes, ils vont mettre cette photo sur les réseaux, c'est le côté pervers des réseaux. Ils mettent sur les réseaux, ils vont faire 3000 j'aime ou je sais pas comment on dit, là. Ils sont contents. Mais pour cette photo, l'animal, sa vie est foutue, quoi. Sa vie est foutue. Qu'ils réfléchissent bien à ça. Je crois vraiment qu'on doit faire de la pédagogie auprès des enfants pour leur apprendre le monde de demain. Moi, je suis très confiant. C'était encore mon côté bisounours, mais je suis très content sur le fait que les choses changeront, évolueront. Pour plusieurs raisons. D'abord, la nouvelle génération, ces gamins de 8-10 ans, ils ont des parents qui ont 30, 40 ans ou 25 ans, qui sont déjà un peu marqués par cette cause. Et les gamins, aujourd'hui, sont dedans, à fond. Ouais. Et puis, je prends souvent l'exemple du franc et de l'euro. Moi, j'ai encore des fois, enfin un peu moins maintenant, mais j'ai encore tendance des fois à me dire, tiens, ça coûtait tant en francs. Les générations comme toi, tu sais que ça existait, mais bon. Je me souviens que j'ai eu une pièce de 10 francs, mais... Et ben voilà. Et si on fait pareil avec les mômes, dans 2 générations, on aura gagné. C'est exactement la même chose. Moi, l'été, quand il y a beaucoup de monde, enfin, quand il y a du monde ici, là, je peux plus en ce moment à cause de la grippe aviaire, mais je vais dans la volière où il y a Bernadette. Bernadette, c'est un petit perroquet comme ça, un rat bleu qui est ma copine aussi. Et j'emmène 2 mômes avec moi. Et alors après, je suis victime du succès. Il y a la queue pour en s'en mettre pour venir.
Et j'emmène ces mômes derrière, ils sont sur mon épaule, ils la voient, ils sont contents, etc. Les parents derrière les grilles font des photos des mômes en grille, c'est bien. Et les mômes, je leur explique, vous voyez ce qu'elle voit, Bernadette, toute la journée, elle voit des grilles. Est-ce que vous trouvez que c'est sympa? Tous les mômes disent non, c'est pas sympa. Alors je dis, vous qui êtes rentrés dans la cage, vous n'oublierez jamais ce qui se passe quand on met ces animaux dans une cage. Vous n'oublierez jamais, de la même manière que si vous mettez des serins dans une cage chez vous, ça sert après que les mômes et des animaux de compagnie, un chat, un chien, un lapin, c'est extraordinaire. C'est un doudou, c'est un confident. Ils racontent souvent plus de choses à leur lapin ou à leur chien qu'à leurs parents. C'est très très bien. Faut qu'ils en mettent deux pour pas qu'ils s'emmerdent quand ils sont pas là. Mais il y a des animaux qu'on peut et d'autres qu'on peut pas. On ne touche pas aux animaux sauvages. Les animaux sauvages, ils sont dans la nature. Sauvages et aussi de la faune locale sauvage. Là, on va arriver au beau jour. Au mois d'avril, au mois de mai. Tous les ans, c'est le même bazar. Tous les ans, je réclame aux grandes chaînes de parler de ça aussi. C'est l'époque où dans la nature, les chevreuils ou les sangliers font leur bébé. Et la maman chevreuil, par exemple, elle met son bébé qui est grand comme ça, elle le pose là, et elle s'en va manger 100 ou 150 mètres plus loin pour pas qu'on sache où est son bébé. C'est son instinct, c'est comme ça. Mais c'est l'époque où les gens se promènent dans la forêt et ils trouvent un bébé chevreuil. Oh, il n'a pas de maman. Ils le ramassent. Et comme on leur a fait croire que s'ils l'avaient touché, c'était trop tard, non, il suffirait de le reposer, de le frotter un peu avec de la terre. Ils l'emmènent chez eux. 9 fois sur 10, il décède dans les 48 heures. Il est déshydraté, il n'a pas le lait de sa mère, etc. Une fois de temps en temps, ils nous appellent, des fois on y arrive par miracle, mais c'est rare. Puis une fois sur 100 peut-être, ou sur 1000, ils arrivent à l'élever. Seulement, au bout d'un an, ils sont pas dans la loi, ils sont en règle. Donc, de toute façon, tôt ou tard, ils vont se faire attraper, ils auront évidemment, etc. Et puis au bout d'un an, pour peu que l'animal en plus ce soit un mâle, qu'il ait des bois qui commencent à pousser, des cornes, ben c'est lui qui devient le patron de la maison. Ouais. On a même vu des fois, les gens ne pouvaient plus sortir de chez eux. Et quand on soigne un animal comme ça, on n'a pas besoin de le soigner, il n'est pas malade. On doit juste lui apprendre que on dort pas dans un lit, on mange pas à table, on mange pas des biscottes ou des trucs comme ça, on mange du foin et on est un chevreuil. Et après, on récupère des animaux comme ça, nous, alors, qui sont impossibles à relâcher. Bah oui, parce que du coup, ils sont inaptes à la vie sauvage. Voilà. Et... On en a un, par exemple, c'est une petite denne. Elle n'a pas été élevée par sa maman, elle n'a pas les codes. Et tous les ans, au printemps, quand il y a des herbes qui poussent, ça s'appelle des renoncules. C'est des petites herbes, c'est toxique pour elle. Elle ne le sait pas. Tous les ans, elle les mange. Donc tous les ans, quand les renoncules jeunes poussent, on doit l'enfermer en attendant que ce soit fini. Que les gens prennent bien conscience qu'on ne touche pas un oiseau qui est tombé du nid. Sa maman, elle sait où il est, elle va le nourrir. Un sanglier, si la maman est malheureusement été tuée par un chasseur, il va trouver une meilleure substitution. Laissons-les dans leur milieu. C'est ce qu'on peut faire de mieux. Je trouve ça parfait parce que justement, moi-même, tu vois, je fais partie de ces gens qui vont penser que un oiseau qui tombe, bah, il faut que je le recueille, il faut que je le mette dans son petit. Donc tu vois, même moi, à 28 ans là, tu m'apprends un truc où j'ai l'impression d'être débile de pas le. Non, mais c'est normal. On devrait apprendre ça dans les écoles. Oui, bah, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, du coup, il faudrait qu'on l'apprenne dans les écoles, comme beaucoup d'autres choses aussi, mais il faudrait qu'on l'apprenne dans les écoles, clairement. Moi, je suis venu ici parce que j'ai vu l'appel qu'il y a eu, qui aujourd'hui, franchement, on peut le dire, ça y est, l'objectif en tout cas que vous étiez donné est atteint. Au moment où on tourne cette vidéo-là. Depuis hier soir. Depuis hier soir, ouais. J'ai vu l'annonce hier soir, je dis, bah ça y est, ils ont atteint l'objectif. On avait promis de dire la vérité au moment où ça serait atteint, donc on l'a dit. Ce qui empêche que les gens peuvent continuer à nous aider parce qu'on a beaucoup de besoins. Et j'y viens justement. Là, il y a eu environ 45 000 participations. Plus de 50 000 même. Plus de 50 000 maintenant. Plus de 50 000 aujourd'hui. Oui, plus de 50 000 dons pour un total de 2,5 millions. Alors il y a eu cette vidéo qu'on a mis en ligne qui part je sais quelle, parce que je maîtrise pas moi tout ça, je sais par quel miracle, relais, etc. C'est renvolé. Parce qu'on doit maintenant à près de 20 millions de vues. Il y a des gens comme toi qui l'ont relayé et d'autres. Donc les médias se sont déchaînés aussi. On a été sur les plateaux télé, etc. Et justement, tu t'attendais à autant de soutien quand tu as mis cette vidéo? Alors quand on a mis cette vidéo, on l'a mis le vendredi soir, le samedi soir, pardon, à 18h. On s'est dit, bon, on espérait, mais on n'y croyait pas, quoi. On savait pas. Et on s'est dit, bah, bon, même si cette vidéo... Elle ramène 100 000 €, ça fera toujours ça pour les animaux. Voilà. On s'est couché, on a bien vu qu'il se passait un truc. On s'est couché le soir, vers 3-4 heures du matin, je me suis réveillé. J'ai réveillé Francine. C'est parti. C'était parti. On a pleuré le matin avec Francine. Tous les matins, j'amène le petit déjeuner au lit à Francine. Et, quel homme. On en a pleuré ce matin-là, on n'a pas pu déjeuner. On dit, ça va s'arrêter dans 1 heure, c'est pas possible. On a été, je sais pas comment dire. Quand j'y repense, j'ai beaucoup de mal. Et puis ça a continué. Les télés ont appelé, les machins ont appelé, tout ça. Et pendant 8-10 jours, j'ai pas dormi. Je regardais ce compteur jour et nuit. Je me souviens un jour avoir une dame qui a voulu faire un don d'1 €. Et je voyais le don, elle l'a fait 8 fois, elle n'arrivait pas à le faire. Bon, qu'il n'y avait pas d'argent sur son compte, je sais pas. Et après, par un autre moyen de paiement qui s'appelle PayPal ou je sais pas quoi, elle a réussi à le faire. Et elle a publié sur le réseau, je suis content, j'ai réussi à faire mon monde. Une petite fille un jour qui vient, un petit garçon, il dit,
j'ai cassé ma tirelire, t'as amené mes sous. Il me dit, t'en as une tirelire, toi? Je dis, oui, j'en avais une grosse. Je l'ai cassé autour aussi. Il me dit, t'avais quoi comme tirelire? J'ai dit, un cochon. Il dit, moi aussi, j'avais un cochon. Je dis, moi, il était gros, mon cochon, tu sais. C'est ça. On a eu, il y a 2-3 jours, qui a aidé aussi à atteindre l'objectif, un chèque plus conséquent d'une dame qui nous envoie ce chèque avec un mot en disant, je viens de toucher une indemnité parce que mon époux et moi, nous étions présents au Bataclan le soir des attentats. Mon mari est décédé et je viens de toucher cette somme. Je veux pas de cet argent. Elle sera pour les animaux. Hier matin, on a reçu une enveloppe avec un chèque. Alors, le gros des dons, ça a été des dons à 10, 15, 20, 30 euros. C'est ça qu'a fait. Et on a reçu un chèque hier matin avec 1049,13 €, je crois. Comme ça. Et un petit mot avec en disant à la dame, elle nous dit, vous voyez, c'est le montant de ma pension, de ma retraite. Vous voyez que je suis pas riche, elle nous dit. Hein. Vous voyez que je suis pas riche. Et elle nous a donné son mois de retraite. En disant, je vais me serrer la ceinture tout le mois. Je vais prendre sur mes économies pour vous donner cette somme-là. Je me dis que 20 millions de vues, alors c'est peut-être pas 20 millions de personnes, je sais pas combien ça fait de personnes, c'est peut-être 15 millions, très tard, j'en sais rien. Ça fait beaucoup de gens. Et on a aussi beaucoup de gens pendant les vacances de février qui sont venus nous voir, du coup, depuis le 18 février. La tanière a changé le 18 février, à 18h30. Justement, c'est un renouveau parce que qu'est-ce qui s'est Alors, ce qui s'était passé, pourquoi on en était là, pourquoi on avait besoin, c'est quand on a décidé qu'on allait ouvrir au public, il y a quelques années, parce qu'il fallait rentrer de l'argent, on devrait ouvrir au public le 20 mars 2020. Au mois de mars 2020, pardon. Le mois de mars 2020, c'était la réouverture. Mars 2020. Mars 2020, ça échappera à personne, c'était le début du Covid. Pas le droit d'ouvrir. Ouverture, 11 juin 2021. 16 mois. On pouvait mettre personne au chômage technique. Il fallait s'occuper des animaux. On n'avait pas le droit aux aides, parce que les aides étaient basées sur le chiffre d'affaires de l'année précédente. On n'avait pas le droit au PGE, au prêt garanti par l'État. Donc on a fait 3 millions d'euros de prêts, qui avaient tout du PGE, sauf le taux d'intérêt qui était 10 fois le prix de ceux du PGE, et sauf la caution, on a signé ma femme et moi. Vous avez eu 0 aide là. On a eu 1 million d'aides, parce que le Covid m'a coûté 7,5 millions d'euros. On a reçu 1 million d'aides. 700 et quelques mille euros de l'État, parce qu'on avait fait beaucoup de bruit, et 360 000 euros de la région. Alors je remercie ces aides, hein, c'était les bienvenus, ça nous a bien aidé à la fin, mais ça faisait que 15% du trou. Normalement, dans le processus normal d'aide, on aurait dû avoir 3,5 à 4 millions d'euros. Donc on a bouché ce trou tant bien qu'on a pu. J'ai à l'époque vendu ma collection de vin, ma bagnole, hypothéqué notre maison, et on a tenu la tanière à bout de bras. Et c'est de l'argent qu'on devait, entre autres, à des fournisseurs qui avaient aidé à construire, etc. Et il nous restait un trou de 2,5 millions d'euros. On était vraiment au bout, là. On s'est jamais mis en mode ça va pas marcher. On aurait trouvé une solution. Dans ma première vie, j'ai fait des trucs de malade pour récupérer de l'argent. J'aurais vendu un ovaire, pas un ovaire, j'ai pas d'ovaire, j'aurais vendu un poumon ou je sais pas quoi, un rein, pas d'ovaire moi. Je l'ai entendu aussi autour que même dans le rouge, tu gardais cet état d'esprit de battant. Ben, il faut, sinon on est mort, quoi. Et ce miracle s'est produit. Donc la tanière aujourd'hui est sauvée. Par contre, la tanière a encore beaucoup d'investissements à faire. Évidemment. On doit notamment acheter là du matériel médical. On a des bâtiments à construire parce qu'on a beaucoup d'animaux qui attendent pour rentrer chez nous. On ne voudrait pas arriver un jour à devoir dire non. Et les gens, donc depuis en direct, hein, parce qu'on a dit ça hier soir, depuis ce matin, les gens continuent à nous faire des dons. C'est important de rappeler ça que du coup là l'objectif a été atteint pour maintenir en vie la tanière. Tout à fait. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Donc là on a réussi. On a réussi grâce à tout le monde. À plusieurs, on est plus fort. À 50 000, on est encore plus fort qu'à 2. C'est important, il faut remercier toutes les équipes qui bossent à la tanière, qui ont fait un boulot extraordinaire, les bénévoles aussi qui sont là. Ils sont excellents, on l'a vu même ce matin, il y a eu le briefing qu'on n'a pas filmé nous, mais t'as réussi. Bon, quelque chose à dire, quelque chose qui s'est passé. Oui, ici ça. Tu sens que ça respire la passion, ça respire l'engagement, le dévouement. Et puis là, on a 2-3 grandes entreprises qui nous ont contactés, donc là, on y croit. Il faut rappeler que les gens qui nous donnent des sous, les donnent au fonds de dotation de la tanière, donc ils le défiscalisent à hauteur de 66%. Donc c'est des impôts en moins. Parfois je me sens à mon humble niveau. Moi il y a quelques années quand j'étais jeune, j'étais dans un tracteur et j'ai entendu un jour sur une radio un mec à qui un épicier avait donné une botte de poireaux et 2-3 trucs. Il s'appelait Coluche le gars. Il a donné cette botte de poireaux et ces 2-3 bottes de conserve à un mec dans la rue. Il a démarré les Restos du Cœur. En espérant chaque année qu'il n'y en ait plus besoin l'année suivante. Ici c'est pareil. En espérant chaque année qu'il n'y ait plus besoin de nous l'année prochaine. S'il n'y a plus besoin de nous un jour, parce qu'il n'y a plus d'animaux à sauver, on mettra des manèges et là on gagnera des sous. Ça on sait faire. Ça c'est le Patrick de 5 sur 5 qui va revenir reprendre les rênes. Mais malheureusement c'est pas pour demain. Il y a encore beaucoup de chemin à faire et je pense qu'il y a encore beaucoup d'éducation à donner et beaucoup de pédagogie, ouais. Bien sûr. Avant d'arriver à ça. Donc j'allais venir à ça justement, mais après les 100% évidemment c'est important de continuer. Donc là si vous voulez il y aura forcément un lien dans la description pour pouvoir donner au fonds de dotation. Moi-même évidemment ma venue... Tu te doutes bien, je suis pas venu là juste pour faire du spectacle et du cinéma et j'ai moi-même des engagements et tout ce qu'il faut quoi. Donc il y a un sponsor sur cette vidéo. Je me sentais mal à l'aise de le faire, je t'avoue, parce que de mettre un sponsor avec mes idées, je me disais est-ce que ça va en corrélation ou pas. Mais je l'ai fait parce que je me suis dit que dans tous les cas, l'argent de ce sponsor partira pour la tanière. Bon, ce sera 50 000 euros qui, de mon côté en tout cas, partira pour ce fonds de dotation. Merci infiniment. Mais en tout cas.
Merci. Je veux que cette vidéo soit vue par tout le monde. Je ne vous connais pas, mais merci à vous. Bon. Tu sais, moi, je suis content de voir des jeunes dans ce monde numérique. J'ai vu quelques personnes comme toi depuis quelques temps, là. Pour la plupart, dont toi, ça m'a pas réconcilié, je suis pas fâché, mais ça m'a donné une autre vision de ce monde. C'est pas juste de la télé-réalité, quoi. Il y en aura toujours, mais... Je sais pas si c'est bien ou pas ce que je dis, mais... mais tu dis ce que tu veux, il n'y a pas de bien, c'est sincère, et tant que c'est sincère, tu sais, il n'y a pas de problème. Mais c'est le cas de tous les gens qui viennent ici, c'est ça qui est important, venez nous voir. Vous ressortirez d'ici avec les yeux forcément rougis, avec une belle histoire. Les gamins ne rentreront pas chez eux en disant « j'ai vu un tigre, j'ai vu un lion, j'ai vu un singe », non, j'ai vu Canette, j'ai vu Zouina, j'ai vu un animal, voilà son histoire. Génial ce que tu viens de dire. Mais c'est ça. C'est vraiment comme ça que je le ressens aussi. C'est comme ça. Ils ont des noms chez nous. Ouais. Alors j'ai vu des culs de bus l'autre jour, des pubs sur les culs de bus, je ne peux pas le nommer, un grand zoo business qui met des prénoms maintenant avec ses animaux. Je vais le choper par le callback lui, Patrick. L'objectif du refuge, tu l'as dit au début, pour les prochaines années, c'est de rendre cet endroit gratuit, ou en tout cas avec une somme modique pour pouvoir le visiter, et donc de l'ouvrir au plus grand nombre, et de ne vivre que sur les dons et les personnes qui veulent. Les gens qui viennent, dans quelques années, au lieu de payer l'entrée, s'ils veulent mettre une pièce, ils mettront une pièce. Moi, je trouve ça incroyable. À notre époque, je trouve ça fou. Moi, je voudrais juste qu'on m'explique un jour, si tu étais un jour dans un zoo, un grand zoo, où tu as donné ton adresse mail, tout le temps, tu reçois le carnet rose. Carnet rose ? Carnet rose, c'est-à-dire tel animal est né, tel animal est né. Ah oui. Alors, c'est vrai que les animaux naissent au mois de mai, au mois d'avril, au mois de juin. Ça, c'est vrai. Moi, je voudrais qu'on m'explique un jour, je vais prendre un exemple simple, que sont les girafes. Les girafes, c'est pas un chat, hein. Tu peux pas le stocker, c'est grand. Tu vas dans tous les zoos, au mois d'avril, mai, juin, juillet, août, tu vois une maman girafe, un papa girafe et des bébés girafons. Et c'est ce que les gens veulent voir. Mais là, c'est aux gens que je dis ça, c'est au grand public qui doit se poser la question. Et puis quand tu reviens l'année d'après, tu vas voir un papa girafe, une maman girafe et des bébés girafons. Et ainsi de suite tous les ans. Moi, je veux juste qu'on me dise où sont tous ces girafons. J'ai pas la réponse. Enfin, je l'ai, mais je... Hein. Ah ouais. Je vous laisse réfléchir là-dessus, prendre l'info, venir peut-être ici à la tanière pour rencontrer Patrick et lui dire « Patrick, dis-moi pour les girafons, où est-ce qu'ils sont ces girafons ?» Peut-être que Patrick vous le dira, ou peut-être que faut simplement faire marcher la tête et y réfléchir. Patrick, merci beaucoup. De rien. J'ai une dernière chose, est-ce que tu as un mantra ou une phrase qui t'accompagne, que tu aimes bien dire, ou quelque chose Alors j'avais une phrase dans ma vie business, tous les anciens salariés la reconnaîtront, il était écrit partout, les objectifs ne valent que par leur réalisation. Ils ont tous ça gravé dans la tête depuis qu'ils sont bébés, ceux-là. Notre objectif, il n'est pas économique, il n'est pas financier, il n'est pas business. Notre objectif, c'est de faire changer ce monde, et ce regard sur le monde animal, au moins en France. D'autres l'ont fait avant nous et on fait beaucoup de travail déjà. Je crois qu'on est au moment où il faut enfoncer le clou définitivement là, pour stopper. Pour ça, il va falloir qu'on accepte de travailler après minuit pour adopter des amendements, pour passer des amendements pour pouvoir retirer la corrida ou des choses comme ça. Mais ouais, notre objectif, il ne veut que par sa réalisation, c'est qu'on fasse changer ce monde. Merci Patrick. Merci à toi. Donc merci, visitez la tanière. Ça m'a beaucoup ému. Je suis très heureux de pouvoir vous partager ça et j'espère que vous la ferez vivre cette vidéo et que surtout vous ferez vivre cet endroit, ce lieu et l'énergie qui accompagne ce lieu. Donc merci à tous. Double ciao.